Pendant 5000 ans, Stonehenge est demeuré silencieux tandis que chaque génération tentait de percer son mystère, sans jamais y parvenir. En 2026, des chercheurs ont cessé de débattre et ont confié l'intégralité des données disponibles, chaque fouille, chaque scan, chaque relevé topographique et chaque calcul jamais réalisé, à une intelligence artificielle avec pour mission de repérer des schémas qu'aucun esprit humain ne pourrait saisir simultanément. Ce qu'elle a renvoyé, c'est la partie que personne ne sait expliquer. Les chiffres ne décrivent pas un monument rudimentaire érigé par des paysans néolithiques. Les pierres bleues, à partir desquelles le Stonehenge originel fut bâti, ont été transportées depuis près de 190 km à l'ouest. Elles révèlent quelque chose de bien plus précis, délibéré et élaboré que quiconque n'est prêt à admettre. Les trous que personne ne prenait au sérieux. Pendant 300 ans, les 56 fosses encerclant l'intérieur du talus extérieur de Stonehenge ont été considérées comme du bruit de fond. Les archéologues les ont baptisés trous d'Aubrey, en hommage à l'antiquaire du XVIIe siècle, John Aubrey, qui les avait répertoriés en premier avant de passer à autre chose. Quelques-unes contenaient des restes incinérés, d'autres étaient entièrement vides. Les écarts irréguliers entre elles étaient attribués à l'imprécision néolithique. Des gens faisant de leur mieux avec des pics en bois de serre dans une craie friable. Cette explication a volé en éclats en 2026, lorsqu'une équipe de recherche a injecté l'ensemble de données le plus complet jamais assemblé sur Stonehenge dans Grok, l'intelligence artificielle développée par XAI, la société d'Elon Musk. Cet ensemble comprenait chaque relevé, chaque scan géophysique, chaque rapport de fouille et chaque calcul astronomique produit au cours de 3 siècles d'études, des pétaoctets de données fragmentées qu'aucune carrière humaine n'aurait pu embrasser dans sa totalité. Grok n'a pas commencé par les célèbres pierres dressées, il s'est dirigé directement vers les fosses. Il a mesuré l'espacement entre les 56 trous au dixième de millimètre près, puis calculé la distance entre chaque paire consécutive sur l'ensemble du cercle de 87 mètres. Le résultat obtenu n'était pas aléatoire. L'espacement dessinait une onde sinusoïdale régulière et répétée, correspondant avec une précision quasi parfaite à l'équation décrivant le cycle nodal lunaire de 18,6 ans, le balancement complet de l'inclinaison orbitale de la Lune de sa déclinaison maximale à sa déclinaison minimale et inversement. La docteure Jennifer Walsh, l'astronome chargée de vérifier le résultat, a effectué la corrélation 2 fois avant de la consigner dans son rapport. Sa conclusion était sans équivoque. La corrélation entre l'espacement des trous d'Aubrey et la mécanique orbitale lunaire est statistiquement écrasante. La probabilité que cela soit le fruit du hasard est pratiquement nulle. Puis vint la question restée sans réponse depuis des siècles. Pourquoi exactement 56 ? La réponse de Grok était mathématique. 18,6 multiplié par 3 égale 55,8 arrondi à 56. L'anneau encode 3 cycles nodaux lunaires complets. 56 années du mouvement de la Lune figé dans le sol en craie. Pour réaliser cela, il fallait d'abord avoir observé les points de lever et de coucher de la Lune pendant près de 2 décennies, suivant un déplacement que la plupart des gens ne remarquent jamais, avec une précision suffisante pour le convertir en distance physique sur un cercle de 87 mètres. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul observateur, c'est une chaîne d'individus transmettant ce travail de génération en génération avant qu'une seule fosse ne soit jamais creusée. L'astronomie occidentale n'a formellement documenté le cycle nodal lunaire qu'avec Edmond Halley en 1693. Les trous, eux, l'avaient encodé dès 3000 ans avant notre ère, la machine sonore que personne n'était censé entendre. Lorsque Grok en eut fini avec les fosses, il se tourna vers les pierres dressées, et la première chose qu'il fit ne fut pas de mesurer leur hauteur ni de confirmer leur alignement. Il lança une simulation acoustique du monument dans son état complet et intact, chaque pilier de sarcène en place, chaque linteau verrouillé, l'anneau entier scellé tel qu'il se dressait vers 2500 ans avant notre ère, ce qui en résulta laissa l'équipe sans voix. Stonehenge, dans son intégralité, se comporte comme une cavité résonante accordée. La géométrie de l'anneau de sarcène, son diamètre précis de 33 mètres, le rapport hauteur-largeur spécifique des piliers et le plafond continu formé par les linteaux contraignent le son à rebondir, à s'amplifier et à se prolonger d'une manière qu'un espace ouvert ne permettrait jamais.
et les fréquences dominantes que la structure amplifie le plus fortement se situent entre 95 et 120 Hz. Ce seuil se situe en dessous de la limite perceptible par l'ouïe consciente. Vous ne l'identifieriez pas comme un son, mais votre corps, lui, le ressentirait de manière totalement différente. Les recherches modernes en neurosciences, notamment une étude majeure de 2003 signée par Vic Tandy et Tony Lawrence, publiée dans le Journal of the Society for Psychical Research, ont confirmé que les infrasons situés précisément dans cette bande de fréquences produisent des effets physiologiques mesurables chez les sujets humains, accélération du rythme cardiaque, désorientation, vagues émotionnelles intenses, perturbations visuelles et dans certains cas, des épisodes hallucinatoires complets, non pas issus de l'imagination, mais résultant d'une pression directe sur le globe oculaire et l'oreille interne à des fréquences que l'esprit conscient n'identifie jamais comme du son. Le docteur Marcus Chin, ingénieur acousticien mandaté pour vérifier indépendamment la simulation de Grock, a relancé le modèle lui-même, s'attendant à trouver l'erreur qui permettrait de tout expliquer. Il n'en a trouvé aucune. Son évaluation était sans détour. La précision nécessaire pour produire ces effets est remarquable. Les ingénieurs acousticiens modernes parviennent à de tels résultats grâce à la modélisation informatique et à des tests répétés. Cette structure, elle, y arrive avec de la roche taillée, mais le détail qui a transformé cette coïncidence en intention délibérée, c'est la distribution spatiale de l'effet. Les infrasons ne se répandent pas uniformément dans l'enceinte. Ils atteignent leur intensité maximale en des nœuds précis, des points fixes sur le sol intérieur, où l'onde stationnaire culmine. Grock a croisé ces coordonnées avec les données archéologiques. Elles correspondent presque exactement aux emplacements où les fouilles ont mis au jour les plus fortes concentrations de restes humains incinérés. Les corps ne sont pas dispersés au hasard sur le site. Ils se regroupent aux endroits exacts que la simulation acoustique avait signalés comme les plus intenses, les points où l'effet du monument sur un corps humain vivant aurait été le plus puissant. Quelqu'un savait où la force atteignait son pic, et quelqu'un a choisi de déposer les morts précisément là. Le plan existait avant les pierres. Lorsque Grock a élargi son analyse au-delà du monument lui-même, en intégrant les relevés de terrain LAR, les scans radars à pénétration de sol et les archives archéologiques couvrant plusieurs kilomètres carrés autour de Stonehenge, l'ensemble du cadre du projet a basculé. Car Stonehenge n'est pas le projet, c'est la touche finale à poser sur quelque chose qui existait déjà. L'intelligence artificielle a traité les données du Stonehenge Hidden Landscapes Project, une vaste enquête menée sur une décennie par le professeur Vincent Gaffney de l'Université de Bradford, achevée en 2020, qui a cartographié le terrain environnant avec un niveau de détail sans précédent. Ce que Grock a découvert en appliquant la reconnaissance de forme à l'ensemble de ces données n'était pas un monument isolé sur une plaine vide. C'était une figure géométrique unique et coordonnée, tracée sur des kilomètres de territoire, avec Stonehenge positionné en son centre calculé. Des tumulus funéraires disposés selon des relations triangulaires précises avec le cercle. Des enclos de terre courant en ligne parfaitement droite sur des kilomètres. Des cercles de bois placés à des distances exactes, marquant des événements astronomiques spécifiques, observés depuis le centre du monument. Chaque élément obéissant à la même géométrie sous-jacente, relié, délibéré, et totalement invisible pour quiconque se tenait debout à l'intérieur, au sol. La docteure Sarah Bradford, archéologue du paysage ayant examiné la superposition réalisée par Grock, a décrit le moment où l'IA a tracé les lignes de connexion à travers l'ensemble des données. Considérées comme des sites isolés, rien ne s'articule. Dès que l'IA les a traités comme un seul système, la conception est devenue évidente. Elle était là, illisible, depuis tout ce temps. Puis Grock a daté les différents éléments, et cette chronologie a réduit à néant le récit simpliste. Plusieurs ouvrages de terre et tumulus intégrés à cette géométrie paysagère ont été construits entre 3500 et 3000 ans avant notre ère, soit 500 à 1000 ans avant que le cercle de Sarsen ne soit érigé. Le plan n'avait pas été conçu autour de Stonehenge. Stonehenge a été intégré dans un plan qui existait déjà, inséré avec une précision remarquable dans un schéma directeur conçu par des gens qui n'ont jamais vécu assez longtemps pour le voir achevé.
Maintenir cette géométrie sur des kilomètres de terrain sans avion, sans satellite, sans instruments de mesure autres que de simples outils de visée, exigeait une précision angulaire que Grock a calculée à quelques mètres près sur des distances dépassant 3 kilomètres. Ce niveau de rigueur ne réapparaît dans l'histoire européenne documentée qu'avec l'arpentage grec classique, environ 2500 ans plus tard. Le savoir était déjà en train de mourir pendant qu'il construisait. Chaque histoire de civilisation suit le même arc. Les peuples débutent grossièrement, progressent, affinent leurs techniques de génération en génération et laissent leur travail le plus accompli à la fin. Stonehenge suit cette histoire à rebours, et Grock a été le premier système suffisamment précis pour le démontrer. Lorsque l'intelligence artificielle a croisé les séquences de datation au radiocarbone avec les données structurelles et acoustiques de chaque phase de construction, un schéma troublant est apparu avec une constance inconfortable. Les travaux les plus anciens sont les plus précis. Les travaux les plus récents sont les plus grossiers, non pas d'une légère différence, mais d'un écart tel qu'il exclut toute explication par des mauvaises journées ou des ouvriers fatigués. Les premiers agencements de pierre bleue, datant d'environ 2400 ans avant notre ère, témoignent de la compréhension acoustique harmonique la plus aboutie. Les pierres placées lors de la phase initiale des grès sarcènes atteignaient leurs nœuds acoustiques avec une marge d'erreur moyenne de 3,2 cm. À l'issue des dernières phases de construction, vers 1600 avant notre ère, cette marge avait grandi à 12,7 cm, soit près de 4 fois plus large, mesurée sur le même type de placement dans le même monument. Cet écart ne s'explique pas par des mains maladroites. C'est la distance mesurable entre quelqu'un qui comprend pourquoi une pierre doit aller exactement là et quelqu'un qui se souvient seulement qu'elle doit aller à peu près là. L'un possède le savoir, l'autre n'en détient qu'une copie qui s'appauvrit à chaque génération. Le docteur Andrew Chamberlain, bioarchéologue à l'université de Manchester, a noté dans son analyse de 2015 sur les restes squelettiques de Stonehenge que la population responsable des phases de construction tardive ne présente aucune différence biologique significative avec les bâtisseurs plus anciens, même ascendance, même capacité physique. Le déclin n'était pas dans les hommes, il était dans ce qu'on leur avait transmis. Grock a retrouvé cette même dégradation dans les marques d'outils. Les pierres anciennes portent des signatures de travail cohérentes avec une technique unique et maîtrisée, contrôlée, systématique, appliquée avec une compréhension claire de la façon dont le grès sarcène se fracture sous la charge. Les pierres plus récentes montrent plusieurs techniques superposées sur une même surface, séparées par des effets d'altération, suggérant des décennies entre les sessions. Des pierres partiellement façonnées, abandonnées, reprises, puis achevées par quelqu'un utilisant une méthode totalement différente, quelqu'un capable de voir le travail antérieur, mais incapable de le déchiffrer. Les archives de scan laser d'English Heritage datant de 2012, couvrant 833 marques d'outils individuels sur les surfaces en grès sarcène, ont fourni les données brutes. La reconnaissance de forme de Grock a accompli ce qu'aucun analyste humain n'avait réussi. Il a classé chaque marque par famille de techniques et a suivi l'évolution de ces familles tout au long de la chronologie de construction. L'arrêt qui ne fut jamais un abandon. La plupart des sites disparaissent dans le désordre. Incendies, inondations, invasions, négligence progressive. L'archéologie de l'effondrement ressemble généralement à cela. Des objets brisés laissés là où ils sont tombés. Des foyers éteints en plein repas. La trace de gens qui ont cessé de s'en préoccuper ou qui ont cessé d'exister. Vers 1600 avant notre ère, toute activité à Stonehenge s'est arrêtée. Plus aucune pierre déplacée, plus aucune fosse creusée, plus aucune crémation déposée. Pendant 3400 ans, le site est resté intact dans tout sens structurel significatif. C'est cette période que tout le monde appelle l'abandon. Grock, lui a donné un tout autre nom. Lorsque l'intelligence artificielle a analysé la dernière couche d'activité sur l'ensemble du site, en croisant les séquences stratigraphiques, les données de compaction des sols et les relations de position des dernières pierres déplacées. L'image qui se dessinait ne ressemblait en rien à un endroit que l'on aurait simplement abandonné. On aurait plutôt dit un lieu fermé délibérément, soigneusement, et par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Les pierres tombées lors des phases de construction tardive n'avaient pas été laissées là où elles avaient chuté.
Elles avaient été déposées avec une intention maîtrisée, non pas redressée, mais abaissée selon des orientations précises, positionnées de manière à protéger les nœuds acoustiques situés en dessous contre l'érosion et le tassement. Quelqu'un avait choisi de ne pas les relever, mais avait veillé à ce qu'elles tombent correctement. Certaines zones intérieures spécifiques avaient été recouvertes de remblais de craie et de terre soigneusement tassée. Pas l'accumulation progressive de sol porté par le vent que produit un abandon naturel, mais des dépôts travaillés, superposés en séquence que les analyses géophysiques montrent avoir été conçus pour stabiliser les structures enfouies contre les mouvements d'eau souterraine sur de très longues périodes. C'était un travail de préservation. Quelqu'un protégeait ce qui se trouvait sous terre de ce qui allait venir par-dessus. Le docteur Mike Parker Pearson de l'University College London, dont l'équipe de fouilles a documenté les phases finales de Stonehenge entre 2008 et 2014, a remarqué que les dépôts de fermeture portaient des traces de dépôts formels, des objets placés avec une intention manifeste dans les dernières couches scellées. Son évaluation publiée en 2012 dans Stonehenge, Exploring the Greatest Stone Age Mystery, décrivait cette fermeture non pas comme la fin d'une utilisation, mais comme la fin d'un type précis d'utilisation, réalisé par des gens qui comprenaient ce qu'ils scellaient et voulaient le voir survivre intact. Grock est allé plus loin dans cette observation en quantifiant ce qui était protégé. Les structures enfouies scellées sous ces derniers dépôts de craie se situent presque parfaitement au-dessus des nœuds acoustiques primaires identifiés précédemment. Les mêmes coordonnées où les infrasons atteignent leur pic, où les restes incinérés se concentraient, là où le monument agissait le plus intensément sur le corps humain. Quiconque a fermé ce site savait exactement ce qu'étaient ces endroits. Ils ne recouvraient pas des ruines. Ils archivaient les parties les plus importantes d'une machine qu'ils n'étaient eux plus en mesure de faire fonctionner. Et cette distinction recadre complètement les 3400 années de silence qui ont suivi. Stonehenge n'a pas été abandonné comme un village leste quand sa source d'eau se tarit. Il a été fermé comme une bibliothèque et mis sous clé quand il ne reste plus personne capable d'en lire les livres. Le savoir nécessaire pour le faire fonctionner avait disparu. Mais quelqu'un qui se souvenait encore vaguement de ce qu'il avait été s'était assuré que la machine elle-même survive pour quiconque viendrait ensuite. Personne n'est venu, ou si quelqu'un est venu, il ne savait pas ce qu'il avait devant les yeux. Les corps racontent une histoire que les pierres n'ont jamais pu raconter. Pendant la majeure partie de l'histoire des recherches sur Stonehenge, les restes humains découverts sur le site étaient traités comme la confirmation de l'évidence. Un lieu sacré, des gens y étaient enterrés. Passons à autre chose. Les ossements étaient répertoriés, datés et classés comme preuves à l'appui de l'interprétation cérémonielle que tout le monde avait déjà adoptée. Grock, lui, n'est pas passé à autre chose. Quand l'intelligence artificielle a rassemblé l'ensemble des données squelettiques et de crémation issues du projet de bioarchéologie des trous d'Aubrey, dirigé par le Dr Christy Willis et publié en 2016 dans le British Journal of Archaeology, puis les a croisés simultanément avec toutes les autres couches de données, les restes humains ont cessé d'être une confirmation de fond pour devenir l'ensemble de données le plus troublant du site. Commençons par les chiffres. Stonehenge contient les restes incinérés d'au moins 63 individus, déposés sur une période allant d'environ 3000 avant notre ère à 2500 avant notre ère, soit les phases les plus anciennes du monument, bien avant que les gigantesques pierres de Sarsène n'arrivent. Il ne s'agit pas d'inhumation dispersée. Les datations au radiocarbone les rattachent à des phases de construction précises avec un regroupement remarquable, ce qui signifie que des individus étaient là déposés sur le site en épisodes concentrés, et non de façon continue au fil des siècles. Ensuite, Grock a analysé les données isotopiques. Les ratios isotopiques du strontium conservé dans l'émail dentaire, qui enregistrent la géologie de l'endroit où une personne a grandi avant que les dents adultes cessent de se former, ont révélé quelque chose qu'aucun chercheur n'attendait d'un monument situé dans le sud de l'Angleterre. Au moins 15 des 63 individus n'avaient pas grandi dans les environs de la plaine de Salisbury. Leurs signatures isotopiques correspondent à la géologie du pays de Galles occidentale, la région précise d'où proviennent les pierres bleues. Le docteur Christoph Snook de l'Université libre de Bruxelles, qui a dirigé cette étude isotopique publiée en 2018 dans Scientific Reports, a été prudent dans ses déclarations publiques.
Mais les implications de ces données n'avaient rien de subtil. Ces individus avaient passé leurs années de formation dans une région géologiquement cohérente avec la zone d'origine des pierres bleues. Ils avaient été amenés à Stonehenge, où y étaient venus eux-mêmes, depuis le même endroit que les pierres. Les pierres avaient fait le voyage depuis le pays de Galles. Les personnes enterrées avec elles aussi. La reconnaissance de schémas par Grock a alors accompli ce qu'aucun analyste humain n'avait tenté. Elle a cartographié les emplacements funéraires des individus d'origine galloise en les superposant aux coordonnées des nœuds acoustiques issus de la simulation de résonance. Le chevauchement n'était pas le fruit du hasard. 9 des 15 crémations d'origine galloise se trouvent à moins d'1,20 m des nœuds acoustiques primaires, les points où les infrasons atteignent leur intensité maximale, là où l'effet du monument sur la physiologie humaine aurait été le plus puissant. Il ne s'agissait pas de simples pèlerins décédés par hasard près d'un lieu sacré. C'étaient des personnes précises, venues d'un endroit précis, le même endroit d'où provenaient les pierres acoustiquement les plus significatives, déposées aux points acoustiquement les plus significatifs du monument, et leur profil d'âge rendait la chose encore plus étrange. L'analyse ostéologique de la densité osseuse et de l'usure articulaire, compilée par l'équipe du docteur Andrew Chamberlain à l'université de Manchester, a montré que les individus d'origine galloise se regroupaient fortement autour de 2 catégories, les adultes âgés de plus de 45 ans et les adolescents entre 14 et 18 ans. Presque personne entre les deux. Ce n'était pas la répartition démographique d'une communauté enterrant ses morts naturellement. C'était une sélection, des âges précis, des origines précises, des emplacements précis à l'intérieur du monument. Quelle que soit la nature de ce qui se passait à Stonehenge durant sa phase la plus ancienne et la plus méticuleusement construite, cela impliquait des personnes venant du pays de Galles, le même voyage qu'avaient effectué les pierres bleues, et cela impliquait qu'après leur mort, elles se retrouvaient aux coordonnées exactes où l'ingénierie acoustique du bâtiment était la plus intense. Si cela change votre regard sur Stonehenge, abonnez-vous pour d'autres enquêtes approfondies. Likez la vidéo et partagez vos réflexions en commentaire. La prochaine découverte se cache peut-être en pleine lumière.